Nous sommes au monastère de la Transfiguration, monastère orthodoxe, tout près de Terrasson. Bonjour Père Élie. Bonjour messieurs. Alors nous sommes au lieu dit la vasserie ou la vacherie. C'est au choix, lequel préférez-vous? D'une certaine manière, je préférais la vasserie parce que ça porte moins à confusion et ça prête moins à sourire. Cependant, le terme de vacherie me déplaît pas, d'avoir ce lien avec la terre, la paysannerie, tout ce que ça représente et cette humilité. Le mot lui-même appelle l'humilité, qui est tout à fait dans le sens de la vie monastique. Et un petit peu d'humour, ma foi, ne fait jamais de mal. Donc, si vous voulez l'appeler la vacherie, c'est avec plaisir aussi. Monastère orthodoxe, qui dépend du mont Athos. Oui, le mont Athos est une république de moines, n'est-ce pas? C'est une presqu'île qui se trouve dans le nord de la Grèce, une presqu'île qui fait à peu près 80 km de long sur entre 12 et 8 de large. Et sur cette presqu'île, il y a 20 grands monastères qui se partagent le territoire, des monastères qui pour la plupart datent du XIIIe, XIVe siècle. Et une multitude de petits ermitages. Il y a à peu près 2500 moines actuellement au mont Athos. On a eu beaucoup plus à une époque. Et notre monastère ici est une dépendance, comme un prieuré, si vous voulez, pour prendre un vocabulaire occidental, d'un des monastères du mont Athos, qui est le monastère de Simonos Petra, qui ne veut pas dire le monastère de Simon-Pierre, comme la première traduction semblerait vouloir l'indiquer, mais ça veut dire la pierre de Saint-Simon, c'est-à-dire que c'est un rocher, un petit peu comme le Mont Saint-Michel, si vous voulez, en France, c'est-à-dire c'est un rocher sur lequel on a construit le monastère en surplomb tout autour. Et le premier, le fondateur, s'appelait Simon, Saint-Simon, et c'est pour ça qu'on l'appelait le rocher de Saint-Simon. Simonos Petra. Alors vous-même ici à côté de Terrasson, vous êtes là depuis une vingtaine d'années et vous êtes Nous sommes là pardon de vous couper. Et vous êtes 6-7, c'est ça? Les sœurs sont 6, je suis leur aumônier et leur fondateur en même temps. Nous avons commencé le monastère ici même il y aura bientôt 22 ans. Et avant, nous avons été pendant 13 ans, non loin d'ici, sur la route de Rocamadour à Martel. C'est là où nous avons commencé notre vie monastique orthodoxe. Pourquoi être venu en Dordogne? Parce que les conditions de vie n'étaient pas possibles, il n'y avait pas assez de facilité. À Martel, nous étions sur un ravin, il était presque très difficile de construire, ou alors à des coûts prohibitifs, à condition de faire comme si on avait fait comme à Simonos Petra ou comme au Mont Saint-Michel, ça pouvait aller, mais on n'en est plus à la même époque, et n'a pas le même nombre d'ouvriers, ni les mêmes finances. Et il a fallu partir, et ici on a trouvé une ferme que nous convertissons petit à petit en monastère. Alors une ferme qui comprend des moutons? Elle contient d'abord, comme c'est un monastère, elle contient d'abord des moniales, c'est quand même le but principal du monastère. Les moutons sont accessoires, mais les moutons nous permettent d'avoir un travail un peu rémunérateur, encore que l'on sache qu'à notre époque, on ne s'enrichit pas avec des brebis, ou alors avoir un très grand troupeau, et nous n'avons qu'une centaine de brebis de mer. Et ça nous permet aussi de trouver un moyen d'avoir la sécurité sociale, parce que c'est une nécessité aussi pour la survie du monastère. Alors, quelles sont les grandes différences entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique et protestante, par exemple? L'Église orthodoxe n'a pas eu les grands changements, les grandes révolutions, si je puis dire, qui ont eu lieu dans le catholicisme ou dans le protestantisme, qui est apparu beaucoup plus tard avec Luther et Calvin. Mais avec le catholicisme, nous avons énormément de points communs. La base est la même, si vous voulez. Mais nous avons été d'une certaine manière peut-être plus fidèles à une certaine tradition, notamment à la tradition liturgique, où il n'y a pas eu de modernisation de la liturgie. La théologie, c'est-à-dire la manière de comprendre nos relations avec Dieu et avec les hommes, est restée plus antique par rapport à l'évolution qui a pu avoir lieu au XIIIe siècle, par exemple, en Occident, avec le développement intellectuel et humaniste.
Donc il y a plus de ressemblances finalement. Oh, il y a énormément de ressemblances. Ce qui nous démarque immédiatement, si vous voulez, au premier regard, c'est d'abord que les orthodoxes ont plusieurs patriarches qui président à l'Église et non pas une autorité infaillible comme les catholiques l'ont avec le pape. C'est dans le domaine de la pratique, mais c'est tout à fait accessoire. Mais les prêtres orthodoxes peuvent être des hommes mariés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le catholicisme. Et là, c'est un point commun avec les protestants. Ils n'ont pas de prêtres, mais enfin, leurs pasteurs sont mariés aussi. Père Elie, comment débute une journée au monastère de la Transfiguration? Un petit peu différemment suivant les personnes, suivant leur état de santé, leur âge, leur fatigue, etc. Mais normalement, on devrait commencer par 2 ou 3 heures de prière personnelle dans sa cellule. De prière personnelle avec des lectures spirituelles. Après quoi, il y a les offices de matine et des l'autre, qui chez nous sont un seul office soudé, si vous voulez, et un jour sur 2 avec la divine liturgie, c'est-à-dire l'équivalent de la messe. Mais ça, c'est pour les jours ordinaires, les jours de semaine, si vous voulez. Et le dimanche, nous faisons grâce matinée, puisque nous ne commençons qu'à 7 heures le matin. Et la messe a lieu à quelle heure le dimanche? La messe est à la suite aussi, la liturgie est immédiatement à la suite. Ça fait à peu près vers 9 heures, entre 9 heures, 9 heures et quart, suivant la longueur de l'office qui précédait. Pour le dimanche, nous avons immédiatement après la liturgie, c'est-à-dire immédiatement après la messe, nous prenons un café avec les fidèles, avec tous ceux qui sont là. Et c'est le moment de parler, d'avoir un peu une vie fraternelle et amicale. Et après, c'est l'occasion aussi de donner une catéchèse, voilà, de parler un petit peu aux fidèles sur le sens de la foi, de la vie avec Dieu, des conséquences de notre relation avec Dieu, du but de notre vie. Alors la question que tout le monde se pose, c'est que qui dit monastère, des tenues un petit peu sombres, vous vivez quand même aujourd'hui dans un monde en même temps que tout le monde, enfin même dans un monde civilisé, vous n'êtes pas en retard par exemple. Ah, je pense être parmi les civilisés, oui. Je ne pense pas être en retard. Notre tenue vestimentaire est comme un ornement liturgique, si vous voulez. La vie d'un moine, normalement, est une liturgie, c'est-à-dire une manière de chanter la gloire de Dieu en permanence. C'est une consécration. Et cette consécration n'est pas simplement à quelques heures de la journée, simplement pendant l'office. C'est toute la vie qui doit être transfigurée, qui doit être spiritualisée comme ça. Et l'habit monastique en est le signe. Mais ça ne nous empêche pas de vivre effectivement hors du monde dans son organisation, si vous voulez, mais dans le monde quand même, parce on a des courses à faire. Enfin, on vit à notre époque et avec nos contemporains. Donc. Alors, en 22 ans, il s'est passé plein de choses sur ce site, ce monastère de la Transfiguration. Il y a soi-disant une belle église et une belle bibliothèque. Oui, ce sont des réalisations accessoires et nécessaires. Notre vie étant orientée vers la louange de Dieu, il faut bien avoir le temple nécessaire pour le faire. Et notre premier travail ici a été d'abord de construire, d'aménager une chapelle provisoire dans un ancien pigeonnier qui avait servi de séchoir à tabac. Et c'est ce que nous avons converti plus tard en bibliothèque. C'est une petite bibliothèque avec pas énormément de livres, des ouvrages assez bien choisis, donnant un éventail assez large sur tout ce qui est d'ordre théologique et spirituel bien sûr, mais aussi dans les autres secteurs de la vie du monde, sur l'histoire, sur même les sciences quelquefois. Voilà. Et notre deuxième travail a été d'aménager des cellules pour les moniales. Dans cette maison, chaque sœur a eu sa petite chambre. C'est pas très bien aménagé encore après 20 ans, c'était des travaux rudimentaires, mais nous envisageons maintenant dans une grange qui existe encore, la transformer et faire des vraies cellules monastiques où les sœurs puissent avoir non pas du confort, mais au moins ce qui est nécessaire pour ne pas se cogner les bras quand elles font signe de croix dans leur chapelle, dans leur cellule. Et malgré la soutane, vous savez faire la menuiserie, la maçonnerie Ben, il a bien fallu, je ne savais pas à l'origine, mais quand je me suis trouvé à 30 ans à être obligé de démarrer un monastère où il n'y avait rien, ben, je me suis mis à prendre le marteau et la scie égoïne, et puis on a commencé à travailler comme ça.
C'est comme pour les moutons ne savaient pas le faire, et les sœurs, moi je m'en occupe pas beaucoup, mais enfin les sœurs ne connaissaient rien à l'élevage, et puis elles se sont lancées. Quand on est dans la nécessité, quand on est obligé de faire quelque chose, on apprend, on prend les moyens qui s'imposent, et puis on y va. Et toujours plus de contact avec avec les terrassonnés, notamment avec une boutique qui a ouvert ses portes l'an passé. Oui, ça c'est une nouveauté effectivement. Nous avons acheté un ancien garage de carrossier sur la nationale en contrebas du monastère pour faire un magasin. D'abord pour économiquement parlant, pour vendre les produits confectionnés au monastère, essentiellement des confitures, de la crème de noix, hein, et de prendre des produits aussi des autres monastères de France. Pas simplement de France d'ailleurs, mais d'autres monastères, la plupart de monastères catholiques, mais pour avoir un échantillonnage suffisamment vaste à proposer aux éventuels clients. Ça, c'est le but économique, si vous voulez, parce qu'il faut bien vivre. Mais il y a un autre but qui est plus moral. Les gens, en France, on n'est pas habitué d'aller régulièrement dans les monastères. Les gens vont dans des monastères quelquefois catholiques pour faire des retraites, mais en visite simplement. C'est une tradition orientale, grecque ou russe, mais ça ne se fait pas beaucoup en France. Et à cause de ça, les gens hésitent à venir chez nous, si vous voulez. Et on a pensé en ouvrant un magasin hors du terrain même du monastère, bien situé sur la nationale, ce qui est à 800 mètres de chez nous, donc c'est facile, ou à 1 km de centre de chez nous, c'est facile pour nous d'y accéder. Ça peut faire un sas, si l'on peut dire. Les gens viennent, ils prennent les produits dont ils ont besoin, et s'ils souhaitent, ils voient que c'est un monastère, et s'ils souhaitent monter au monastère, il est facile de donner un coup de téléphone pour dire est-ce qu'on peut être reçu, et ça, ils montent, et à ce moment-là, on les reçoit. Vous plaisez bien, intéressant, donc pour conclure, Perly. Oui, absolument, absolument. En arrivant à Terrasson ici, nous avons été bien accueillis, avec réserve, avec discrétion. Aujourd'hui encore, c'est toujours avec discrétion, mais ce n'est pas fait pour nous déplaire. Et avec une population franchement accueillante, attentive, comment dire, discrète, en ce sens, c'est pas l'orthodoxie n'est pas la religion principale des Terrassonnais, mais il y a un respect de ce que nous vivons, et je crois que petit à petit, une espèce d'osmose, une espèce de communion qui se crée avec les gens. Merci.